Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle soirée dédiée aux histoires apaisantes pour dormir. Ce soir, nous vous proposons un classique de la littérature policière, Le flux et le reflux, écrit par Agatha Christie et mettant en scène le légendaire détective belge Hercule Poirot. Cette histoire mêle suspense, mystère et introspection, idéal pour vous accompagner dans une nuit paisible. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant d'Agatha Christie. Que cette aventure vous berce doucement vers un sommeil réparateur. Dans Le flux et le reflux, titre original Taken at the Flood, Hercule Poirot est confronté à une affaire complexe qui plonge ses racines dans les profondeurs des relations familiales et des secrets enfouis. L'histoire se déroule à Walmsley Vale, une petite ville tranquille, où tout semble calme en apparence. Cependant, la mort mystérieuse de Gordon Cload, un riche homme d'affaires, bouleverse la vie de sa famille. Avant sa disparition, Gordon avait promis à sa jeune épouse Rosaline qu'elle serait à l'abri du besoin, mais il n'a pas pris la peine de rédiger un testament. Sa belle famille, déjà en difficulté financière, voit ainsi s'évanouir tout espoir d'héritage. Parmi eux, certains nourrissent des rancunes et des désirs de vengeance. Mais lorsque Lynn Marchmont, une jeune femme de retour au pays après la guerre, découvre que son frère David pourrait être mêlé à une affaire louche, elle décide de demander l'aide de Poirot. Ce dernier, avec sa perspicacité légendaire, va démêler les fils d'une intrigue où rien n'est ce qu'il semble être. Entre mensonges, trahison et vérité dissimulée, Poirot devra naviguer entre les apparences pour découvrir la vérité derrière ce crime qui secoue Walmsley. Allez. Chapitre 1. Les ombres de Walmsley Vale. La petite ville de Walmsley Vale semblait figée dans le temps, comme si elle résistait aux changements apportés par la guerre. Ses rues pavées serpentaient entre des cottages aux murs de pierre couverts, de lierre, et les jardins fleuris exhalaient des parfums doux et apaisants. Pourtant, sous cette surface paisible, des tensions invisibles bouillonnaient, prêtes à éclater au grand jour. La mort subite de Gordon Cload, un homme influent et respecté, avait jeté une ombre sur la communauté. Gordon était connu pour sa générosité, mais aussi pour son caractère énigmatique. Il avait épousé Rosaline, une jeune femme fragile et timide, quelques mois avant sa disparition. Le couple formait un contraste saisissant. Gordon, avec son assurance et son charisme, et Rosaline, avec sa fragilité et son air perdu. Mais leur union n'avait pas duré longtemps. Lorsque Gordon mourut dans un accident de voiture, il ne laissa aucun testament. Toute sa fortune revint donc légalement à Rosaline, laissant sa famille naturelle dans une situation précaire. Jérémy, Cload, le frère cadet de Gordon, était particulièrement amer. Il avait toujours compté sur l'argent de son frère pour sauver son entreprise en difficulté. « Il aurait dû penser à nous », murmura-t-il un soir, assis dans le salon sombre de sa maison. « Nous sommes sa famille, après tout. » C'est dans ce contexte troublé que Lynn Marchmont revint à Walmsley Vale après plusieurs années d'absence. Elle avait grandi ici, mais la guerre l'avait éloignée. À son retour, elle trouva une atmosphère pesante. Les visages familiers semblaient marqués par l'inquiétude, et les conversations chuchotées s'interrompaient à son approche. Son frère David, un homme tourmenté par ses propres démons, semblait impliqué dans une affaire obscure. Lynn apprit qu'il avait emprunté une somme importante à Eustace Major, un ancien soldat connu pour ses activités douteuses. Inquiète pour David,
Lynn décida de consulter Hercule Poirot, dont la réputation de détective hors pair avait franchi les frontières. Elle se rendit à Londres et frappa à la porte de son appartement. Poirot, avec son élégance habituelle, l'accueillit avec un sourire poli. « Mademoiselle Marchemont, dit-il en lui indiquant un fauteuil, que puis-je faire pour vous ?» Lynn raconta son histoire, décrivant la tension qui régnait à Walmsley Vale depuis la mort de Gordon Claude. Elle mentionna les dettes de David, les menaces d'Eustace Major et les soupçons qui planaient sur Rosaline. « Je crains que mon frère ne soit impliqué dans quelque chose de dangereux, » conclut-elle, les yeux remplis d'angoisse. Poirot écouta attentivement, posant des questions précises et notant chaque détail. « Les apparences sont souvent trompeuses, » murmura-t-il en caressant sa moustache, « mais je sens que cette affaire cache bien plus qu'une simple querelle familiale. » Dès cet instant, il sut qu'il devait se rendre à Walmsley Vale pour enquêter de plus près. Avant de partir, il médita sur les paroles de Lynn. Dans cette famille, tout le monde a quelque chose à cacher. Ces mots résonnaient dans son esprit. La vérité ne se révélerait pas facilement, mais il était déterminé à la découvrir. Chapitre 2 – Les secrets de la famille. Cload. Les Cload étaient une famille divisée, marquée par des rivalités anciennes et des ressentiments accumulés. Gordon, avec son succès fulgurant et sa fortune considérable, avait toujours été perçu comme un intrus par ses frères et sœurs. Son charisme naturel et son intelligence affûtée avaient fait de lui un homme respecté, mais aussi envié. Pourtant, derrière cette façade d'assurance se cachaient des secrets que même ses proches ne soupçonnaient pas totalement. Adrian Cload, l'aîné de la famille, vivait reclus dans une maison austère entourée de livres de droit. Il passait ses journées à étudier des textes juridiques, obsédé par l'idée de justice et de moralité. La justice est la pierre angulaire de toute société, disait-il souvent, bien que personne ne soit certain qu'il parlait sérieusement ou qu'il cherchait simplement à justifier ses propres rancunes. Adrian avait toujours considéré Gordon comme un manipulateur, un homme qui avait profité de la faiblesse des autres pour bâtir son empire. La mort de Gordon n'avait fait qu'attiser cette colère sourde, car il voyait désormais en Rosaline une usurpatrice, une femme qui avait profité de la générosité de son frère sans mériter un seul penny de son héritage. Lionel Cload, le troisième frère, était un homme pragmatique, mais sa santé fragile le rendait amer. Il avait investi une partie de ses maigres économies dans une entreprise locale, espérant que Gordon viendrait à sa rescousse financièrement. Mais lorsque ce dernier mourut sans testament, Lionel se retrouva non seulement ruiné, mais aussi profondément humilié. « Il aurait pu nous aider », murmura-t-il un soir, assis devant un feu de cheminée mourant. Mais au lieu de cela, il a tout donné à cette étrangère. Jérémy Cload, le plus jeune, était peut-être celui qui souffrait le plus de la situation. Son entreprise, déjà vacillante avant la guerre, avait été mise à rude épreuve par les restrictions économiques post-conflit. Il avait compté sur l'argent de Gordon pour sauver ce qui restait de son commerce, mais la mort subite de son frère avait fait voler ses espoirs en éclats. Jérémy, frustré et désespéré, avait décidé de prendre les choses en main. C'est ainsi qu'il avait engagé Eustace Major, un ancien soldat connu pour ses activités douteuses, pour intimider Gordon. « Si je ne peux pas avoir cet argent, légalement, avait-il pensé, alors je le prendrai autrement. » Rosaline, quant à elle, était au centre de toutes les attentions. Sa beauté fragile et son air innocent suscitaient autant de compassion que de jalousie.
Certains la voyaient comme une victime manipulée par Gordon, tandis que d'autres la considéraient comme une opportuniste ayant profité de la fortune de son mari. Elle vivait recluse dans la grande maison de Gordon, évitant les regards curieux des habitants de Walmsley Vale. Mais derrière cette apparence vulnérable, Poirot sentait qu'il y avait quelque chose de plus complexe. Lorsque Poirot arriva à Walmsley Vale, il fut accueilli par un mélange de curiosité et de suspicion. Les habitants avaient entendu parler de lui, mais il semblait réticent à coopérer. Il commença par interroger Rosaline, qui vivait recluse dans la grande maison de Gordon. Elle lui raconta son mariage, décrivant Gordon comme un homme attentionné mais distant. Il parlait souvent de son passé, murmura-t-elle, mais jamais de manière claire. Il semblait hanté. Poirot nota cette information. Le passé de Gordon semblait être une clé essentielle de l'énigme. Il poursuivit son enquête en rencontrant Adrian Claude, qui vivait dans une maison austère entourée de livres de droit. Adrien était convaincu que Rosaline avait joué un rôle dans la mort de son frère. Elle a profité de lui, insista-t-il. Elle n'était qu'une aventurière. Mais Poirot n'était pas convaincu. Il continua à fouiller, découvrant des indices qui pointaient vers un autre suspect, Robert Underhay, un ancien fiancé de Rosaline, supposé mort en Afrique pendant la guerre. Était-il possible qu'il soit encore en vie et qu'il ait voulu se venger de Gordon? Tandis que Poirot rassemblait les pièces du puzzle, il réalisa que chaque membre de la famille Cloade avait un mobile. La vérité était enfouie sous des couches de mensonges, et seul un esprit aussi méthodique que le sien pourrait la déterrer. Chapitre 3. Les pièges du passé. À Walmsley Vale, Poirot fouilla davantage dans le passé de Gordon Cloade. Il apprit que Gordon avait eu une jeunesse tumultueuse, marquée par des disputes familiales et des choix controversés. Son ascension, fulgurante dans les affaires, avait suscité admiration et jalousie, mais aussi des ennemis. Parmi eux, Robert Underhay, un homme qui avait autrefois courtisé Rosaline, semblait être une figure centrale. Robert Underhay était un personnage mystérieux. Avant la guerre, il avait été fiancé à Rosaline, mais leur relation avait pris fin brutalement lorsque Gordon était entré dans la vie de la jeune femme. Robert avait été envoyé en Afrique pendant la guerre, où il avait été porté disparu. Officiellement, il était présumé mort, mais des rumeurs persistantes suggéraient qu'il était encore en vie et qu'il nourrissait une profonde rancune envers Gordon. Si Robert est vivant, pensa Poirot, il pourrait avoir orchestré tout, cela pour se venger. Pour en savoir plus, Poirot décida de consulter les archives locales. Il passa plusieurs heures dans la bibliothèque municipale de Walmsley Vale, parcourant des journaux anciens et des registres publics. Il découvrit que Robert avait été impliqué dans plusieurs affaires louches avant son départ pour l'Afrique. Certaines sources indiquaient qu'il avait tenté de faire chanter Gordon, mais rien n'avait jamais été prouvé. Pendant ce temps, David Marchmont, le frère de Lynn, semblait de plus en plus nerveux. Eustace Major, son créancier, exigeait un remboursement immédiat. David confia à Lynn qu'il avait accepté de travailler pour Eustace en échange d'un délai supplémentaire. « Je n'ai pas le choix », avoua-t-il. « Si je ne paie pas, il va me détruire. » Lynn, inquiète, essaya de raisonner son frère. « Tu ne vois pas que tu te mets en danger ?» demanda-t-elle. « Eustace Major n'est pas quelqu'un de bien. Tu dois trouver un autre moyen de régler tes dettes. » Mais David secoua la tête, visiblement accablé. « Je n'ai pas d'autre option, » répondit-il. « Et puis, c'est trop tard maintenant. J'ai déjà signé un contrat avec lui. » Poirot, qui suivait de près les agissements de David,
organisa une rencontre avec Jérémie Cload. Ce dernier admit avoir engagé Eustace pour intimider Gordon. Je voulais qu'il comprenne qu'il ne pouvait pas nous ignorer, avoua Jérémie. Mais il n'y a toute implication dans la mort de son frère. Je ne suis pas un assassin, ajouta-t-il, les yeux baissés. Alors que Poirot continuait à assembler les pièces du puzzle, il réalisa que les secrets du passé étaient le fil conducteur de cette affaire. Chaque personnage, chaque mot prononcé contenait une part de vérité et une part de mensonge. Et seul un examen minutieux permettrait de démêler l'écheveau. Un soir, alors qu'il se promenait dans les rues de Walmsley Vale, Poirot croisa Rosaline. Elle marchait lentement, enveloppée dans un châle, les yeux rivés au sol. « Madame, Cload !» l'interpella-t-il doucement. Rosaline sursauta, surprise. « Monsieur Poirot !» murmura-t-elle. « Que faites-vous ici ? Je cherche des réponses, » répondit-il. « Et vous, madame, semblez porter un lourd fardeau. » Rosaline hésita, puis soupira. « Vous avez raison, » admit-elle. « J'ai peur, monsieur Poirot. J'ai reçu des lettres anonymes. Elles disent que Robert est vivant et qu'il veut se venger de moi. » Poirot fronça les sourcils. « Quand avez-vous reçu ces lettres ?» demanda-t-il. « Peu après la mort de Gordon, » répondit-elle. « Elles m'ont effrayé, je ne sais pas quoi faire. » Poirot comprit alors que ces lettres étaient un stratagème, destiné à effrayer Rosaline et à la pousser à commettre une erreur. Mais qui les avait écrites? Et dans quel but? Alors qu'il retournait à son hôtel, Poirot médita sur les événements. « Le passé est une toile complexe, » murmura-t-il, « et chaque fil doit être tiré avec soin. » Chapitre 4. Les mensonges révélés. Poirot organisa une réunion dans la maison de Gordon Cload, rassemblant tous les membres de la famille. Il avait choisi cet endroit stratégiquement. C'était le théâtre du drame, un lieu chargé d'émotions et de souvenirs. La grande salle à manger, où Gordon aimait recevoir ses invités, était maintenant plongée dans une atmosphère lourde et tendue. Chaque membre de la famille Cload était assis autour de la table, évitant soigneusement de se regarder. Poirot, debout devant eux, observa leur visage avec attention. Ses yeux perçants scrutaient chaque expression, chaque geste, cherchant les failles qui trahiraient leurs secrets. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix calme mais ferme, « je vous ai réunis ici aujourd'hui parce que j'ai découvert plusieurs contradictions dans vos témoignages. Chacun de vous cache quelque chose. » Un silence pesant s'installa. Lynn Marchmont, assise au bout de la table, serrait nerveusement ses mains l'une contre l'autre. David, son frère, semblait mal à l'aise, son regard fuyant celui de Poirot. Jérémie Cload, quant à lui, affichait une expression contrariée, comme s'il anticipait déjà ce qui allait suivre. Adrian, toujours rigide et moralisateur, fixait Poirot avec une intensité presque menaçante. Rosaline, fragile et pâle, se tordait les doigts, visiblement effrayée. « Commençons par vous, monsieur Adrian Cload, » dit Poirot en se tournant vers l'aîné de la famille. « Vous avez affirmé que votre frère Gordon était manipulé par Rosaline, qu'elle n'était qu'une aventurière sans scrupules. Mais permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de contacter Gordon avant sa mort pour exprimer vos inquiétudes? Pourquoi attendre après sa disparition pour clamer votre indignation ?» Adrian fronça les sourcils. « Je pensais que cela ne servirait à rien, » répondit-il après un moment d'hésitation. « Gordon était têtu, il n'aurait jamais écouté mes avertissements. »« Peut-être, » répliqua Poirot. « Mais il est curieux que vous ayez menacé Gordon peu avant sa mort, selon des témoins.
Vous étiez furieux qu'il refuse de partager sa fortune avec sa famille. N'est-ce pas vrai? Adrian rougit légèrement, mais il ne répondit pas. Poirot continua, imperturbable. Et vous, monsieur Lionel Cloade, vous avez tenté de manipuler Rosaline pour obtenir de l'argent. Vous espériez qu'elle céderait à vos demandes si vous jouiez sur son sentiment de culpabilité. Mais elle a refusé, n'est-ce pas? Lionel baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Poirot. Je n'avais pas le choix, murmura-t-il. J'étais désespéré. La désespoir peut pousser les hommes à faire des choses regrettables, commenta Poirot. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Jérémy Cloade, vous avez engagé Eustace Major pour intimider Gordon. Vous espériez ainsi le forcer à rédiger un testament en faveur de la famille. Cependant, lorsque Gordon est mort subitement, vous avez vu là une opportunité de vous débarrasser de lui définitivement. Est-ce exact, Jérémy blêmit? Je n'ai jamais voulu sa mort, protesta-t-il. Je voulais juste qu'il nous aide. Nous sommes sa famille, bon sang. Poirot hocha la tête, mais son regard restait sceptique. Et vous, mademoiselle Rosaline, poursuivit-il en se tournant vers la jeune femme, vous avez reçu des lettres anonymes prétendant que Robert Underhay était vivant. Vous avez cru qu'il voulait se venger de vous, mais ces lettres étaient un stratagème, n'est-ce pas? Elles ont été écrites pour vous effrayer et vous pousser à commettre une erreur. Rosaline secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne savais pas quoi faire, avoua-t-elle. J'avais peur. Poirot marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la pièce. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations, dit-il enfin, ne font que masquer la vérité. Et la vérité, mais, ami, est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Chapitre 5. Le piège se referme. Le lendemain, Poirot convoqua une deuxième réunion, cette fois dans un café local. Il avait choisi cet endroit pour sa neutralité et pour permettre aux habitants de Walmsley Vale d'assister discrètement à la scène. Les membres de la famille Cloade étaient présents, anxieux de découvrir ce qu'il avait découvert. L'atmosphère était électrique, chacun sentant que le moment de vérité approchait. Poirot, vêtu de son élégant costume 3 pièces, se tenait debout devant eux. Son regard balaya lentement l'assemblée, s'arrêtant sur chaque visage. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix solennelle, j'ai résolu cette affaire, je vais maintenant révéler le coupable. » Un murmure parcourut la salle, les regards se croisèrent, remplis d'inquiétude et de suspicion. Poirot attendit que le silence revienne avant de poursuivre. Cette enquête m'a appris une chose essentielle. Les apparences sont souvent trompeuses. Ce qui semble évident ne l'est pas toujours. Et dans cette affaire, le véritable meurtrier est quelqu'un qui a manipulé les autres pour masquer ses propres crimes. Il fit une pause dramatique, savourant l'effet de ses paroles. Le coupable est Adrian Cloade. Un cri de stupeur s'éleva dans la salle. Adrian, livide, bondit de sa chaise. « C'est absurde !» s'exclama-t-il. « Je n'ai rien fait. Je suis innocent. » Poirot leva une main pour calmer l'agitation. « Permettez-moi de vous expliquer, » dit-il calmement. « Adrian, vous avez toujours été obsédé par la justice et la morale. Vous considériez Gordon comme un obstacle à l'équilibre familial. Lorsque vous avez appris qu'il avait épousé Rosaline sans rédiger de testament, vous avez décidé d'agir. Vous avez falsifié les lettres envoyées à Rosaline, prétendant que Robert Underhay était vivant, pour créer un climat de peur. Vous avez également utilisé Eustace Major pour intimider Gordon
espérant ainsi le forcer à changer d'avis. Mais lorsque cela a échoué, vous avez pris des mesures plus extrêmes. Adrian secoua la tête, incrédule. « Vous n'avez aucune preuve, » lança-t-il. « Oh, mais j'en ai, » répliqua Poirot. « Les lettres anonymes portent des traces de votre écriture. De plus, un témoin vous a vu près de la voiture de Gordon le soir de l'accident. Vous avez saboté les freins, provoquant ainsi sa mort. » Adrian s'effondra sur sa chaise, vaincu. « Je voulais seulement restaurer l'honneur de la famille, » murmura-t-il. « Gordon nous ignorait. Il ne pensait qu'à lui-même. » Poirot secoua la tête, visiblement attristé. « La justice ne peut pas être faite par des moyens illégaux, » dit-il. « Votre obsession pour la moralité vous a conduit à commettre l'acte le plus immoral. » La salle resta silencieuse, chacun digérant les révélations de Poirot. Rosaline, tremblante, se leva et quitta précipitamment le café. Lynn et David échangèrent un regard, partagé entre soulagement et tristesse. Après l'arrestation d'Adrian, Poirot retourna à Londres, méditant sur cette affaire. Comme toujours, il avait résolu le mystère grâce à son esprit logique et à son attention aux détails. Mais il savait que chaque crime laissait des traces indélébiles sur ceux qui y étaient impliqués. La vérité finit toujours par éclater, murmura-t-il en contemplant la ville endormie, même dans les ombres les plus profondes. Chapitre 6. Le calme après la tempête. Après l'arrestation d'Adrian Cload, Walmsley Vale retrouva peu à peu son calme. Les habitants, qui avaient suivi les événements avec une fascination mêlée d'effroi, reprirent leur routine quotidienne. Les rues pavées, les cottages fleuris et les jardins bien entretenus semblaient reprendre vie sous le doux soleil d'automne. Pourtant, l'ombre de Gordon Cloud planait encore sur la ville, comme un souvenir persistant d'un passé troublé. Rosaline, libérée des menaces qui pesaient sur elle, décida de quitter Walmsley Vale pour recommencer sa vie ailleurs. Elle laissa derrière elle une lettre adressée à Hercule Poirot, exprimant sa gratitude pour son aide. « Monsieur Poirot, » écrivit-elle, « vous m'avez donné la chance de vivre librement. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que je ne pourrai jamais oublier votre gentillesse et votre perspicacité. » Poirot, assis dans son appartement londonien, relut la lettre plusieurs fois. Il sentit une pointe de satisfaction professionnelle, mais aussi une certaine tristesse. Rosaline n'était pas seulement une veuve manipulée ou une opportuniste. Elle était une femme brisée par les circonstances, cherchant désespérément un refuge. « La vérité est souvent plus complexe que nous ne le pensons », murmura-t-il en caressant sa moustache impeccable. Lynn Marchmont, quant à elle, trouva un certain soulagement dans la résolution de l'affaire. Son frère David, bien que toujours marqué par ses choix passés, semblait déterminé à changer. « Je vais régler mes dettes légalement », lui confia-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon de leur maison familiale. « Je ne peux pas continuer à fuir mes responsabilités. » Lynn sourit faiblement. « C'est un bon début, » répondit-elle. « Mais tu dois aussi apprendre à te pardonner. Nous avons tous commis des erreurs, David. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensuite. » David hocha la tête, visiblement ému. « Merci, Lynn, » dit-il doucement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les deux frères et sœurs restèrent silencieux un moment, savourant cette rare paix intérieure. La tension qui avait longtemps régné entre eux semblait s'évanouir, remplacée par une compréhension mutuelle. De son côté, Jérémy Cload tentait de reconstruire sa vie.
Sa colère envers Gordon s'était transformée en remords lorsqu'il avait appris la vérité sur Adrian. « Je pensais que Gordon nous ignorait », confia-t-il à Lynn lors d'une conversation hésitante. « Mais en réalité, c'est moi qui ai ignoré ma famille. J'étais trop aveuglé par mon propre ressentiment. » Lynn posa une main réconfortante sur son épaule. « Il n'est jamais trop tard pour réparer les choses, » dit-elle. « Peut-être que vous devriez essayer de parler à Lionel. Il a besoin de soutien, maintenant plus que jamais. » Jérémie acquiesça lentement. « Vous avez raison, » répondit-il. « Je vais essayer. » Pendant ce temps, Lionel Cload, affaibli par sa santé fragile, se retira davantage du monde extérieur. Mais il trouva un certain réconfort dans les lettres que lui envoyait Rosaline depuis sa nouvelle vie. « Votre frère était un homme bon, » écrivait-elle, « et je suis désolé que nous n'ayons pas eu plus de temps ensemble. » Ces mots, simples, mais sincères, apaisèrent quelque peu la douleur de Lionel. Hercule Poirot, de retour à Londres, médita longuement sur cette affaire. Chaque crime qu'il résolvait lui rappelait à quel point les relations humaines pouvaient être complexes. Les mensonges, les secrets, les rancunes accumulées, tout cela formait un réseau inextricable où la vérité se cachait souvent derrière des apparences trompeuses. Un soir, alors qu'il se préparait à se coucher, Poirot s'arrêta devant la fenêtre de son appartement. La ville s'étendait devant lui, illuminée par les lumières tamisées des réverbères. « Le monde est plein de mystères », murmura-t-il, presque pour lui-même. Mais chaque mystère a une solution, si l'on prend le temps de regarder attentivement. Il pensa à Rosaline, à Lynn, à David, et même à Adrian. Tous avaient été pris dans un tourbillon d'émotions et de circonstances qu'ils ne pouvaient pas toujours contrôler. Mais au-delà des erreurs et des tragédies, il y avait toujours une chance de rédemption, une possibilité de recommencer. Le lendemain matin, Poirot reçut une visite inattendue. C'était Lynn Marchemont, venue le remercier personnellement. « Monsieur Poirot, » dit-elle en entrant dans son salon, « je voulais vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants. Vous avez non seulement résolu cette affaire, mais vous avez aussi permis à ma famille de guérir. » Poirot sourit, flatté par ces paroles. « Mademoiselle Marchemont, » répondit-il, « mon rôle est de découvrir la vérité. Mais c'est à vous et à vos proches de décider comment vivre avec elle. » Lynn hocha la tête, visiblement touchée. « Merci, » dit-elle simplement. « Nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous. » Après son départ, Poirot s'assit dans son fauteuil, perdu dans ses pensées. Il songea à toutes les histoires qu'il avait résolues au fil des années, à tous les personnages qu'il avait rencontrés. Chaque enquête était unique, mais elle partageait une constante, l'humanité dans toute sa complexité. « Les ombres finissent toujours par se dissiper », murmura-t-il en contemplant la lumière dorée du matin filtrant à travers les rideaux. « Et même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une étincelle d'espoir. » Avec ces mots, Poirot referma doucement son carnet, marquant ainsi la fin de cette affaire. Wormsley Vale, malgré ses blessures, avait trouvé un chemin vers la guérison. Et Hercule Poirot, fidèle à lui-même, avait accompli sa mission avec élégance et perspicacité.